David Rigoulet-Rose, bonjour à vous. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chercheur spécialiste des questions internationales au Moyen-Orient, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Israël a annoncé ce matin avoir intercepté un nouveau missile balistique tiré depuis le Yémen par les Houthis. Un missile intercepté avant qu'il ne pénètre dans l'espace aérien israélien, tout comme un drone qui a un peu avant été détruit. Quel problème stratégique pose aujourd'hui les Houthis, la menace Houthi pour la sécurité israélienne ? Il faut rappeler ce que sont les Houthis. C'est une milice chiite, d'obédience chiite, proche de Téhéran, en fait, qui constitue aujourd'hui l'un des mandataires de l'arc des mandataires qui est en voie de dissolution, après les opérations militaires, notamment à Gaza, au Liban contre le Hezbollah, et puis avec la chute du régime de Bachar el-Assad. Mais effectivement, les Houthis constituent une pièce particulière, d'abord parce ils sont éloignés géographiquement. Donc c'est notamment pour répliquer, c'est plus compliqué que effectivement que dans les autres cas de figure. Il y a 2000 km séparent les deux territoires. Oui, c'est ça. C'est à peu près 2000 km. Alors, ça n'empêche pas le lancement de missiles balistiques, et on le voit bien aujourd'hui. C'est le problème justement qui est posé, puisque depuis le début de l'activisme des Houthis, après le 7 octobre, on dit de solidarité vis-à-vis du Hamas, comme annoncé par justement le mouvement Houthi, il y a eu près de 200 missiles et quelques 170 drones qui ont été tirés, avec les derniers certains arrivent à passer. Alors, le problème, c'est que ces missiles, notamment dits hypersoniques, alors il y a un débat sur le qualificatif technique, mais il demeure que certains arrivent à passer. Il y a des débris qui font des dégâts en Israël, donc il y a une insécurité qui existe, même si elle est relative, mais elle existe, sans parler du problème économique que ça pose, parce que chaque intercepteur coûte près de 4 millions de dollars. Donc évidemment, il y a un effet d'échelle qui, de ce point de vue-là, est plutôt favorable aux outils, qui continuent à tirer effectivement des missiles et des drones. On l'a vu ces derniers jours. Et ils n'ont pas l'intention de cesser. Donc, c'est en réalité l'un des derniers mandataires encore très actifs, justement. Et il est d'autant plus qu'il est éloigné géographiquement. David Rigoulet-Rose, est-ce que ce mandataire, ce proxy, peut tenir à terme et sur la longue durée le même rôle qu'a joué et que continuera peut-être à jouer dans les années à venir le Hezbollah au Liban, du point de vue iranien ? Oui, il n'a pas la même valeur, entre guillemets, que le Hezbollah. Le Hezbollah, c'était vraiment le joyau de la couronne pour Téhéran. Les Houthis, on va dire qu'il y a une forme d'opportunisme géopolitique qui s'est constituée il y a une dizaine d'années. D'abord parce que l'obédience Houthi, c'est une forme de chiisme particulière, c'est du zaïdisme. C'est pas le chiisme iranien, duodécimain. Mais il se trouve que, pour des raisons géopolitiques, il y a eu un rapprochement de plus en plus marqué, effectivement, avec des transferts d'armes, de technologie, de savoir-faire, et de munitions par mer, notamment de la part de Téhéran à destination des Houthis. Et ce qui permet à Téhéran de maintenir encore, on va dire, effectivement en activité un mandataire, même s'il y a de la part de ce mandataire une forme d'autonomie. Il ne faut pas sous-estimer ça. Il n'est pas totalement indexé sur l'agenda iranien, justement. C'est ce qui complexifie davantage encore la situation, d'autant plus que il pèse beaucoup sur le trafic maritime de la mer Rouge. On va y revenir. Quels sont les intérêts, pour rebondir sur cette indexation à relativiser, selon vous, des choix outils sur l'agenda stratégique iranien? Quels sont les intérêts que tirent les dirigeants outils de ces frappes à répétition depuis le 7 octobre 2023 contre l'État d'Israël? C'est la première fois que, on va dire, une organisation non étatique a une incidence aussi importante sur le plan géopolitique, effectivement, parce qu'il contrôle la moitié du Yémen environ. Par rapport, il y a une forme de statu quo vis-à-vis du gouvernement loyaliste qui n'est pas en mesure de reprendre le contrôle de la totalité du Yémen. Donc il y a une présence très forte, effectivement, un marqueur outil très 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 fort qui leur permet de peser, et ça c'est sans précédent, non pas seulement au niveau régional, mais au niveau international, avec la question du commerce. Donc il y a une capacité on va dire, de nuisance qui est considérable, et ce qui a justifié d'ailleurs l'intervention d'une opération militaire maritime, d'abord américaine, puis européenne, avec des frappes régulières justement des anglo-saxons, américains et britanniques, dans une guerre d'attrition, mais qui ne suffit pas à faire cesser les tirs. C'est tout le problème aujourd'hui.
Selon le journal israélien Haaretz, un débat aurait opposé ces dernières semaines le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le chef du Mossad David Barnea sur la manière la plus efficace d'affaiblir, sinon d'éteindre la menace Houthi. Le patron de l'agence de renseignement extérieur israélienne estimerait qu'il importerait davantage de frapper le territoire iranien pour contraindre le proxy Houthi au silence armé. Option rejetée, semble-t-il, par Benjamin Netanyahou. Qu'en pensez-vous, David Rigoulet-Rose? Est-ce que la clé du problème Houthi se trouve d'abord et avant tout à Téhéran? Pour partie, c'est pour ça que j'évoquais le fait que les Houthis ne sont pas totalement indexés sur l'agenda iranien, même s'ils participent évidemment très très largement pour des raisons d'opportunisme géopolitique. Mais c'est ça la difficulté en réalité, effectivement, de ce mouvement Houthi. Est-ce qu'il y a une forte dépendance logistique et militaire des Houthis vis-à-vis de l'industrie militaire iranienne? Mais pas uniquement, parce qu'aujourd'hui, il y a une dimension capacitaire autochtone des Houthis. Il faut dire qu'ils avaient bénéficié d'abord de l'héritage de l'ancien régime, d'Ali Abdel Saleh. Donc, il y avait une culture de missiles balistiques, même si elle n'était pas aussi développée qu'aujourd'hui. Alors, certes, elle a fait d'énormes progrès, notamment, elle a bénéficié de savoir-faire, transfert de savoir-faire iranien, mais il y avait de toute façon préalablement, effectivement, une dimension capacitaire en la matière. Donc, on voit bien que c'est quand même très compliqué à gérer. Il y a la distance géographique, il y a le manque de pénétration justement on va dire de la structure Houthi, c'est pas du tout la même configuration que pour le Hezbollah, qui était connu de l'intérieur par les services israéliens. Là, c'est pas le cas. Justement, il y a peu de locuteurs justement du dialecte yéménite, et donc il y a une visibilité, on va dire une capacité d'évaluation plus complexe justement, qui tient pas seulement à la distance. Et le débat, effectivement, a opposé l'établissement militaire au Mossad, qui considérait que le Mossad considérait que finalement, il fallait frapper la tête sous prétexte que les Houthis étaient un mandataire. Le problème, c'est qu'ils sont pas uniquement un mandataire. C'est probablement ce qui a pesé dans l'argumentaire, justement, de l'établissement militaire, qui privilégiait plutôt une logique d'attrition, justement, au Yémen, en collaboration avec les Occidentaux. David Rigoulet-Rose, je rappelle que vous êtes notre invité cet après-midi dans le Grand Journal. Vous êtes le rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Pour préparer cet entretien, je suis notamment tombé plutôt que retombé sur une analyse du chercheur israélien de l'Institut pour les études de sécurité nationale, Yoel Guzhansky, qui insistait lui aussi sur la nécessaire adaptation des Israéliens à la nature différente de cet ennemi Houthi, qui n'est pas en tant que tel, vous le disiez, un État, et à propos duquel le renseignement israélien, de manière historique et traditionnelle, est relativement modéré. C'est ce qui rend particulièrement délicate la tâche des Israéliens et de l'état-major politique et militaire israélien face à cette tâche. Oui, c'est un élément, puisque la question du renseignement est centrale par rapport à ces mandataires. On l'a vu à Gaza, avec le Hamas, on l'a vu avec le Hezbollah, y compris avec la Syrie. Il y avait quand même une très bonne connaissance de la situation sur le terrain. C'est moins vrai, effectivement, dans le cas du Yémen. Alors, il y a eu l'alia, évidemment, des Yéménites. Il y a effectivement une décennie, mais le nombre d'élocuteurs, enfin d'interlocuteurs aujourd'hui israéliens qui sont susceptibles effectivement de donner une vision précise de l'intérieur est relativement limité, ce qui explique les difficultés d'évaluation justement, y compris de l'organigramme Houthi, qui est relativement opaque, même si on a évidemment Abdelmalek Al-Houthi, qui est la figure centrale, évidemment, qui incarne cette mouvance. Mais il y a une difficulté effectivement d'évaluation, et d'où la nécessaire adaptation. On est dans une configuration assez différente, effectivement, par rapport aux autres mandataires qui ont été justement traités militairement par les Israéliens dernièrement. Selon le Jérusalem Post, citant 2 sources américaines, Donald Trump pourrait décider d'intensifier les frappes américaines contre les Houthis, notamment en raison, vous lisiez tout à l'heure, de leurs actions de perturbation du trafic maritime commercial en mer Rouge. Certains évoquent même la possibilité pour l'administration Trump de former une coalition militaire qui serait composée notamment d'États arabes du Golfe. Est-ce qu'il serait aussi aisé pour lui de convaincre notamment des États comme l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis? David Rigoulet-Rose. C'est très compliqué pour les deux États, tout particulièrement pour l'Arabie Saoudite.
plus encore que pour les Émirats, qui se sont retirés. Ils ont participé à l'opération justement contre les Houthis à partir de 2015, mais en réalité, le problème, c'est qu'il y a eu un retrait des Émirats. L'agenda des Émirats n'était pas exactement celui des Saoudiens. Et la vraie difficulté, c'est l'Arabie Saoudite. Parce que Mohamed bin Salman, le prince héritier, a l'obsession de réaliser que son plan Vision 2030 soit un succès. Et c'est la raison pour laquelle il a fait un rapprochement justement en 2023 avec Téhéran, en espérant d'ailleurs que ça amènerait justement les Houthis à modérer leurs attaques. Alors certes, ils ont modéré leurs attaques sur le royaume, ce qui était en partie le but recherché, mais ils se sont reportés sur la mer Rouge. Donc le problème demeure entier, et il se trouve que les Saoudiens sont réticents évidemment à avoir une posture militaire proactive qui serait susceptible de les réexposer militairement aux frappes des Houthis, comme ça avait été le cas il y a plusieurs années. Donc c'est extrêmement compliqué, même s'il se dit aujourd'hui que les Saoudiens seraient à l'origine d'un réinvestissement militaire partiel, justement pour profiter de l'affaiblissement de l'arc des mandataires et donc mettre une pression sur les Houthis, mais avec un arbitrage très, très difficile à établir. Alors, en attendant l'investiture de Donald Trump à la Maison-Blanche le 20 janvier prochain, l'administration Biden se préparait à une aggravation de la crise nucléaire iranienne. Et si l'on en croit le site américain Axios, l'administration démocrate réfléchirait même, depuis quelques semaines, à un plan d'attaque de sites nucléaires iraniens en cas d'accélération de la militarisation du programme atomique de la République islamique d'ici au 20 janvier. Quel intérêt, selon vous, David Rigoulet-Rose, aurait Joe Biden à lancer de tels raids aux conséquences qui seraient forcément immenses sur le plan régional, et ce, dans les derniers jours de son mandat? Oui, c'est peu probable, hein. On va dire que la fuite a été faite à dessein pour maintenir la pression sur Téhéran, dissuader Téhéran d'accélérer le mouvement, puisque c'est le cas, mais on voit pas très bien de toute façon comment un président en fin de mandat serait à même de lancer une opération de cette envergure. Simplement, c'est un message, effectivement, puisqu'il y a eu Jack Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale, a fait un brief justement à la future administration, au futur président Donald Trump, en lui disant qu'il y avait une accélération très très nette effectivement de l'enrichissement par les Iraniens et que ça allait constituer un problème majeur, qui lui transmettait il lui transmettait les informations, et que c'était déjà une préoccupation majeure pour l'administration finissante. Donc la question n'est pas d'actualité immédiate de toute façon, mais ça fait partie des scénarios qui sont normalement envisagés justement dans le cas où le problème se poserait de manière immédiate, puisque de toute façon les États-Unis ont toujours dit qu'ils ne toléreraient pas le passage au nucléaire militaire de la part de Téhéran. Donc c'est une manière de réaffirmer implicitement et explicitement par la fuite que cette exigence est maintenue, même si ça va être effectivement le problème central probablement de la future administration. Et on sait que Donald Trump est particulièrement sensible à ce problème iranien, puisque c'est lui qui était sorti du fameux JCPOA, justement l'accord sur le nucléaire signé en 2015, et qu'il en était sorti en 2018 au motif qu'il n'était pas assez contraignant. On va glisser avec vous vers un autre terrain de conflictualité au Moyen-Orient, la Syrie. Le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, est en déplacement aujourd'hui à Damas avec son homologue allemande. Il y a quelques semaines, un espoir s'est levé, a déclaré le ministre, l'espoir d'une Syrie souveraine, d'une Syrie stable et d'une Syrie apaisée. David Rigoulet-Rose, quel rôle pourrait jouer la diplomatie française, qui serait donc de retour dans le champ syrien, notamment dans la normalisation, dans le retour de la Syrie au sein du concert international, ce qui avait un peu déjà démarré sous Assad, à vrai dire, avec la Ligue arabe, pardon. Et quelles mesures pourrait-on prendre côté français, côté européen, pour se prémunir notamment d'un retour majeur de la menace djihadiste en Syrie? Oui, c'est un élément important, hein, effectivement, qui fait partie de la question sécuritaire et djihadiste potentielle. Mais Jean-Noël Barrot n'y va pas uniquement à titre national. Il y va avec son homologue allemande, Annalena Baerbock, et il se présente comme missionné par l'Union européenne, hein, d'ailleurs. Donc c'est intéressant, c'est le couple franco-allemand qui finalement est missionné par l'Union européenne pour montrer qu'il y a un retour de l'Europe, justement en Syrie, pour aider à une phase transitionnelle qui s'avère très compliquée, il faut le reconnaître. Et donc il y a des éléments de langage qui sont à chaque fois annoncés, en attendant, avec des attendus sur le caractère inclusif, puisqu'il s'agit d'une certaine manière de demander des gages
pour que à la nouvelle gouvernance, en l'occurrence Ahmed El-Shara, issu le chef de Hayat Tahrir al-Sham, pour justement concernant la question de l'inclusivité face à cette mosaïque ethno-confessionnelle syrienne. Donc il y a la question en sous-jacent des sanctions. La question, effectivement, de savoir à quelles conditions les sanctions pourraient être levées dans la perspective d'une reconstruction qui s'avère gigantesque, de l'ordre de 400 milliards de dollars. Et puis, il y a le volet sécuritaire, effectivement. D'ailleurs, le président Macron l'avait évoqué lors de son passage à Riyad, en disant qu'une situation de chaos était susceptible de faire réémerger des cellules de Daesh. C'est ce qui a fait, justement, que les Américains ont bombardé dès le 8, plusieurs dizaines de cibles, et que la France, le week-end dernier, a également bombardé un certain nombre de cibles spécifiques. Donc il y a cette question qui est prégnante, et on attend évidemment des nouvelles autorités un engagement à la fois sur le caractère inclusif de cette transition et sur des garanties sécuritaires compte tenu de la fragmentation de l'espace national syrien. Un dernier mot avec vous peut-être, David Rigolero, sur ce raid sur lequel est revenu hier l'armée israélienne, raid présenté comme historique, réalisé en Syrie, à Masyaf, qui visait une usine importante de fabrication de missiles iraniens qui devaient ensuite être transférés au Liban. Quels sont les éléments que vous pouvez mettre en avant pour éventuellement expliquer pourquoi les autorités israéliennes le présentent comme historique, compte tenu de sa complexité, la complexité de l'opération? Oui, je l'avais évoqué d'ailleurs ces dernières semaines. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est reconnu publiquement, justement par Israël, en disant que c'était une opération particulièrement complexe. C'est la première fois qu'il y avait une opération au sol, en réalité. Puisqu'on sait que les dernières années, d'ailleurs l'ancien chef d'état-major Gadi Eisenkot avait révélé qu'il y avait eu des centaines de frappes justement sur les cibles pro-iraniennes en Syrie. Mais là, c'était la première fois qu'il y avait une intervention au sol avec les commandos Shaldag, parce que la frappe aérienne ne suffisait pas en réalité. Et donc il avait fallu détruire l'infrastructure souterraine, et ça impliquait une intervention au sol très délicate, qui a été un succès d'ailleurs assez remarquable, mais c'était un fait sans précédent qui montrait la détermination évidemment israélienne pour empêcher le transfert d'armes, notamment de missiles guidés. Merci beaucoup, David Rigolero, d'avoir été avec nous cet après-midi dans le Grand Journal. Je rappelle que vous êtes notamment le rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Cet entretien est à retrouver sur radioj.fr et en vidéo sur notre chaîne YouTube. Meilleurs vœux et très bon week-end. Merci à vous.